Ce qui t'empêche d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas une question technique du style comment est-ce que je pourrais construire mon site internet afin de vendre mes produits, ou encore comment est-ce que je pourrais trouver ce travail qui va me rapporter 3000 euros. Non, ce qui t'en empêche, ce sont tes propres croyances. Et le problème, c'est que dans celles-ci, certaines sont inconscientes. Alors on va passer le test pour discerner les croyances que tu connais déjà et qu'il serait bon de dépasser, et celles que tu n'as pas encore conscientisées. Et pour ça, je vais me baser sur certains auteurs comme Morgan Housel, John DeMartini ou encore Dan Kennedy. J'ai pris des notes en lisant leurs bouquins, donc si à certains moments je baisse les yeux, c'est normal, c'est tout simplement pour ne pas oublier d'éléments et te dispenser le max de valeur. On va donc commencer avec la première croyance, celle qui nous rassure, celle que l'on sert toujours, qui est l'argent, on n'en a pas besoin pour vivre. Eh bien, c'est vrai, l'argent, t'en as pas besoin pour vivre, exactement comme l'hiver, t'as pas besoin d'eau chaude pour prendre une douche. Eh bien, l'argent, c'est comme l'eau chaude, aujourd'hui, c'est possible d'en avoir, et t'as le droit de trouver ça cool d'en avoir pour faire des choses qui te plaisent, ou alors même pour en donner si c'est ce qui te fait kiffer. Deuxième croyance, l'argent rend con, et là, ça va te surprendre parce que c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. C'est-à-dire que cette croyance, elle part d'un constat qui est réel, à savoir que l'argent est un amplificateur. C'est-à-dire que ça va te permettre d'amplifier tes actions, d'amplifier ta capacité d'expression. En somme, ça va te donner davantage de liberté. Donc si, à la base, t'es un gros enfoiré, ça va te donner davantage d'opportunités d'être un gros enfoiré. Mais si t'es quelqu'un de bien, tu vas davantage pouvoir faire le bien. Ce qui nous amène à la troisième croyance, qui est celle que l'argent est une énergie. L'argent n'est pas une énergie. C'est pas le fait d'en avoir dans les mains qui va te rendre con, c'est pas le fait d'en avoir dans les mains qui va te rendre bien. Non, l'argent n'est pas une énergie. Et je me souviens que la première fois que j'ai entendu ça, et je l'ai cru, c'était dans un bouquin, le bouquin qui s'appelle L'art de la simplicité, qui est en plus un bouquin sérieux et super intéressant, mais dedans, Dominique Laureau t'explique que l'argent est une énergie. Mais non, en fait, revenons à la base. Qu'est-ce qu'une énergie ? On va se prendre cette petite définition de Jean-Marc Jancovici. L'énergie, c'est en fait ce qui change l'état d'un système. Donc grosso modo, c'est ce qui va faire que ton environnement va se réchauffer, ou alors que tu vas pouvoir déplacer quelque chose, ou qu'une chose va se déplacer, du style le train qui se déplace, ou ta limonade qui commence à se réchauffer. Mais si jamais tu commences à poser de l'argent là en attendant que par exemple un trou aille se creuser, sois rassuré, il va rien se passer du tout. Alors on peut faire ce petit jeu et remplacer le mot argent par pelle. Et te dire, les pelles, ça rend con. Mais franchement, est-ce que ça a une cohérence ? Est-ce que les pelles, ça rend vraiment con ? Est-ce que d'avoir plus de pelles, ça va me rendre con ? Non, pas du tout. Une pelle est exactement comme l'argent. C'est un outil, l'argent c'est un moyen qui nous permet de faciliter les transactions. Ça n'a rien de mystique, c'est complètement neutre, ce n'est pas sale, ce n'est pas propre. C'est juste aujourd'hui un moyen sur lequel on s'est mis d'accord pour faciliter les échanges, rien de plus. Nouvelle croyance, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Dans le livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent, il nous explique que c'est notre expérience personnelle qui va conditionner notre vision du monde. Peut-être qu'on le savait déjà, mais il faut bien comprendre que pour l'argent, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est ce que nous a servi principalement notre entourage qui va faire que l'on va avoir cette relation si particulière à l'argent, que ce soit une relation libérée ou alors une relation beaucoup plus contrainte. Typiquement, cette idée que l'argent ne pousse pas sur les arbres, ça nous vient davantage des anciennes générations qui considéraient qu'il fallait travailler dur pour pouvoir gagner dignement sa vie. Même que si on ne travaillait pas dur, ce n'était pas digne d'avoir de l'argent. Ça te parle ? À ce propos, je sais pas si tu as déjà vu le spectacle de Fabrice Lucchini, Les écrivains parlent d'argent. Dedans, il y a tout un exposé sur Charles Péguy qui exprime son ressentiment face à cette situation en expliquant que, à son époque, il voyait déjà qu'il n'y avait plus cette garantie de travailler dur pour avoir l'assurance à la fin d'avoir un salaire, l'assurance à la fin de vivre dignement. Charles Péguy, on parle du début des années 1900. Déjà à cette époque-là, c'était plus valable. Et aujourd'hui, c'est encore moins valable. Peut-être que c'est malheureux, mais c'est une réalité. L'argent n'est pas indexé sur la difficulté du travail. Et on parlera plus tard alors de sur quoi l'argent est réellement indexé. Croyance numéro 5, on va parler davantage de ce qui concerne les artistes, et donc avec trop d'argent, je vais perdre ma créativité. Eh bien, ça vient de cet aspect de souvent il faut souffrir pour créer. Si je te dis il faut souffrir pour être beau, certains
je suis sûr dans l'audience, vont bondir de rage. Et c'est bien légitime aujourd'hui de pouvoir rejeter une telle croyance. Parce que c'est complètement idiot. Qu'est-ce que c'est que cette idée de devoir souffrir pour être beau ou de devoir souffrir pour pouvoir avoir de l'argent? Je te garantis qu'il y en a certains qui ont compris le système et qui n'ont pas du tout besoin de souffrir pour faire de l'argent. Mais voilà, dans le milieu artistique, va savoir pourquoi, ça persiste avec ce mythe, tu sais, de l'écrivain qui vivote, qui galère dans son atelier et qui finit par un jour d'hiver mourir de froid, dans la misère, faute d'avoir pu se chauffer, mais qui, heureusement, quelques années après, va devenir fameux, va devenir mondialement reconnu, le nouveau Van Gogh. En fait, ces histoires de fracassés tels que Van Gogh, tels que Rimbaud, c'est exactement ça. Mais stop! Ça n'a rien de sérieux. Si toi, tu penses que les meilleures œuvres viennent dans ces moments où l'on galère, mais qu'est-ce qui t'empêche de là partir exactement comme Sylvain Tesson et d'aller te faire une petite traversée du désert de Gobi avec tes carnets pour à la fin justement nous produire ce qu'il y aura de meilleur parce que tu auras bien galéré. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est que lorsque tu as de l'argent, tu as cette capacité de choix. C'est-à-dire que tu choisis la galère plutôt que ne la subis. Et voilà une bonne motivation pour cette volonté d'être souverain, d'avoir cette capacité de choix. On devrait être suffisamment relax avec l'argent et d'avoir cette ambition, même quand on est artiste, d'en faire suffisamment. L'argent n'est pas écolo. Alors là, j'ai pris un paquet de notes parce que c'est probablement la croyance que j'ai le plus longtemps traînée avec moi. C'est-à-dire que souvent, on va penser que plus on a d'argent, plus on va dégrader notre environnement. Eh bien, il y a une courbe qui résume tout ça, tu vas voir, c'est très clair et c'est même du bon sens. Ça s'appelle la courbe de Kuznets. En somme, cette courbe, comme tu la vois ici, ça montre une chose. Plus tes revenus augmentent, plus tu vas avoir un impact sur ton environnement. Et c'est normal. Prenons un exemple. Imagine qu'aujourd'hui, tu sois à la campagne. Tu aies zéro de revenus. Probablement que tu vas devoir te passer de tout un tas de choses. Mais si tu commences à générer un petit peu d'argent, c'est possible qu'à la fin, tu aies une voiture, ne serait-ce qu'avec un SMIC. Donc, tu vas commencer à dégrader ton environnement. Peut-être que tu auras aussi une maison ou un appartement. Là aussi, tu vas dégrader ton environnement. Tu vas t'accaparer quelques mètres carrés qui vont être des bois ou un bocage où vivraient quelques grenouilles. C'est ça la réalité. Mais si tu veux, à un moment, une fois que tu as ce confort minimum, c'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui va contribuer à dégrader davantage ton environnement. La courbe, elle peut même redescendre, c'est-à-dire que tu peux avoir des impacts positifs, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de revenu, ton impact, il peut diminuer. Concrètement, imagine que si à un moment tu sois obligé d'acheter de la nourriture pas chère et je sais pas, tu vas au supermarché, tu prends de la nourriture importée, sous plastique, etc. Peut-être qu'à un certain niveau de revenu, eh bien tu vas pouvoir davantage opter pour de la nourriture locale, peut-être de la nourriture en vrac, produite juste à côté de chez toi, qui sera plus chère mais de meilleure qualité et qui aura un impact environnemental moindre. Voire dans ton logement, tu pourras l'isoler, tu pourras avoir des beaux murs en chanvre, tu pourras avoir un super matelas en laine et beaucoup plus facilement tu pourras te rapprocher de cette vision d'Amérique du Nord où ils disaient qu'ils prenaient toujours leurs décisions avec cette question de quel en sera l'impact sur les 7 générations à venir, qui a à peu près un horizon de 140-150 ans. Ces questions, ils les prenaient toujours lorsque ceci concernait leur environnement, typiquement la chasse ou la décision d'exploiter du bois par exemple. Donc toi, si tu as beaucoup de moyens, ça sera beaucoup plus facile de faire une maison qui sera principalement biodégradable, et donc lorsque tu la remettras aux générations futures, eh bien il n'y aura pas de question de traitement compliqué de certains déchets à l'intérieur. Et c'est pareil pour les transports, tu sais, quand on demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tu as pris l'avion pour aller là-bas, la plupart du temps cette personne va te répondre parce que c'était moins cher, ou alors parce que j'avais pas le temps. Ben là si tu as plus d'argent, c'est pareil, la question du temps, elle va devenir beaucoup plus rapidement résolue, à savoir qu'avec davantage d'argent, tu seras peut-être sorti de ces contraintes de planning, du style avoir un job alimentaire, etc. Donc tu pourras caler tes vacances davantage comme ça t'arrange. Et puis aussi tu pourras faire ce choix de payer plus cher pour par exemple prendre un moyen de transport doux tel que le train. Et enfin cet argent, il pourra avoir un impact indirect sur la courbe d'autres personnes. C'est-à-dire que tu pourras l'investir pour encourager pareil des initiatives locales ou alors organiser des événements éducatifs, des événements pédagogiques tels que des classes vertes, tels que des conférences. Voire tu pourras acheter des parcelles comme des bois et puis les aménager comme tu veux, ou alors des animaux et leur offrir la plus belle vie dont ils aient jamais rêvé. Versus si tu laisses ton argent dans le système classique, alors attention, ça fait mal, eh bien dis-toi que pour un livret A, 5 000 € sur un livret A, ça a à peu près l'équivalent de 2,6 tonnes de CO2
par an, soit l'équivalent d'une voiture utilisée quotidiennement. Si ton livret A, il est plein, soit 22 000 euros, en estimation pessimiste, tu peux considérer que cela équivaut à 4 allers-retours Paris-New York. Donc ouais, ça pique. C'est là que tu te dis que c'est pas plus mal d'avoir de l'argent, de le récupérer et de le sortir au maximum de ces systèmes bancaires où il est investi on ne sait où dans on ne sait quelle industrie pour le réadresser dans des initiatives vertueuses qui nous tiennent à cœur. Septième croyance, toujours principalement pour les artistes, pour les créateurs, l'argent rendra mes créations commerciales. Alors si au départ, tu vas dans l'art avec la cupidité, avec l'envie de faire un maximum d'argent. En somme, oui, c'est certain, ça rendra tes créations commerciales. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras repéré ce qui marche, en somme, tu vas te plier à la demande. Et donc dans ce cas-là, tu ne répondras plus à ce qui t'anime profondément, mais plutôt à ce que recherche un public que tu as rencontré. Donc oui, tu vas perdre ton goût, oui, tu deviendras commercial, une henken en somme. Deuxième possibilité, c'est que tu as complètement explosé et t'es rentré dans ce système de starification où à la fin on finit par attendre tes productions, où tu as tout un environnement qui te met la pression pour que tu produises, ce qui fait qu'à la fin tu as tout simplement plus le temps, plus l'énergie pour produire des choses originales, peut-être des choses qui se rapprochent de profondément ce que tu as envie de faire, mais dans ce cas-là c'est toujours pas l'argent le problème c'est ce système de starification. Si dès le départ tu refuses que tes mécènes, que tes clients prennent le contrôle de ta direction artistique, eh bien il n'y a aucune chance que ça se produise. Tout naturellement, tu vas suivre ta voie. Et puis aussi, rassurons-nous, ces étapes, elles sont suffisamment avancées, je pense pas que l'on soit encore dans ce cas-là. Nouvelle croyance, si je suis trop riche, je vais empêcher les autres de l'être également, je dois donc partager et me minimiser. Tout ça, ça vient de discours pseudo-sociaux, principalement de... C'est ça le pire, certaines personnes qui n'ont pas oublié de se servir, je pense à des leaders politiques, et qui nous font croire que l'argent est comme limité par son nombre, et que forcément plus la part de ce que tu prendras sera grosse, plus ça privera les autres de ressources. Eh bien ça, c'est principalement faux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre déjà que l'argent, moi je pensais à un moment que c'était directement lié à la terre, directement lié à la force de travail. C'est-à-dire que l'argent venait de la terre, venait des ressources naturelles qu'on en extrayait, venait de la force de travail des hommes qui permettait d'apporter de la valeur et de générer davantage d'argent. Mais c'est faux, parce qu'aujourd'hui la majorité de l'argent que l'on crée, il vient de rien. Lorsque tu demandes un crédit à la banque, par exemple tu lui demandes un crédit de 100 000 euros, la banque, elle n'est obligée d'avoir en dépôt que 10 000 euros pour pouvoir t'accorder ce crédit. C'est-à-dire qu'elle va créer 90 000 euros à partir de rien. La dette publique qui est créée à partir d'obligations d'État, c'est pareil. L'argent fiduciaire créé par les banques centrales, on l'appelle ex nihilo, c'est-à-dire littéralement qui ne vient de rien. Les cryptos, on n'en parle même pas. Donc tu comprends que tu ne t'accapares pas l'argent d'autrui, puisque celui-ci ne vient pas de la terre, puisque celui-ci ne vient pas de la force de travail d'une personne, mais principalement de rien. Autre monument, le syndrome du sauveur. Alors celui-ci, il apparaît comme une vertu, mais en réalité, c'est une véritable larve dans la pomme, c'est-à-dire que on va considérer que l'on sait pour la personne ce qui est le mieux pour elle. Alors en fonction de ça, eh bien on va décider. Ça va loin. C'est-à-dire que l'on va décider de, par exemple, baisser nos tarifs pour nous rendre plus accessibles. Sur le papier, ouais, je suis d'accord, c'est joli, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que t'es pas capable de valoriser ce que t'as fait, que t'es pas capable de valoriser tous les investissements qui t'ont amené à avoir ce niveau. Ça veut dire que tu considères que la personne en face n'est pas capable de décider pour elle-même de ce qui est bon pour elle, de ce qui lui apporte profondément de la valeur. Qu'est-ce que t'en sais ? Acheter cette peinture, ça va peut-être changer sa vie. Écouter ce concert, ça va peut-être changer sa vie. Ça va peut-être lui permettre d'évacuer une émotion qu'elle a traînée toute la journée et qu'elle allait peut-être lui flinguer la nuit à venir. Est-ce que tu sais quel bénéfice aura la personne à pouvoir placer ta belle sculpture dans sa maison, dans son appartement ? Imagine, si au moment de rentrer dans un resto gastronomique super cool, on t'accueille en te disant... Juste, tu vois, en présumant comme ça, peut-être sur ton style vestimentaire. Ah non, monsieur, non, vous savez, ici... c'est que des menus à plus de 50 euros, je ne pense pas que ce soit pour vous. Bah là, qu'est-ce que tu fais ? Bah tu vas te casser, direct. Ou alors tu vas dire au mec qui pète un câble, mais dans tous les cas, c'est fort probable que tu te casses et que tu reviennes jamais.
Pour tes créations, c'est pareil. Si t'es pas à l'aise avec l'argent, si t'es pas à l'aise avec la qualité de ce que tu délivres, eh bien tu refuses quelque part l'accès aux personnes à ce que tu fais. Et tu refuses par la même occasion l'évolution de ce que tu fais, de tes créations. Autorise-toi à te dire que tu fais partie de ce monde, que tu as le droit aussi de participer à celui-ci. Va voir comment les gens se comportent, quelles énergies ils ont. Tu penses que les artistes aujourd'hui les plus connus sont profondément mal à l'aise avec l'argent? Regarde les plus grands musiciens, regarde les plus grands écrivains, regarde les plus grands peintres. Tu penses que Dali, tu penses que Picasso, même si on n'aime pas leur personnalité, ils étaient mal à l'aise avec l'argent? Et encore une fois, je répète, ce n'est pas l'argent qui les a rendus comme ça. Et Prince, j'ai beaucoup poncé son histoire. Lui, il se gênait pas pour aller négocier des contrats âprement avec Warner selon ses propres conditions. Comme quoi, non seulement il était décomplexé vis-à-vis de l'argent, ce qui ne l'empêchait pas d'être un musicien hyper tatillon et original, tout en évitant de complètement tomber dans le commercial alors que c'était une des top stars. Regarde les magasins de luxe, comment est-ce qu'ils traitent les personnes? Ils les accueillent, ils les choisissent. Est-ce que t'as pas envie de proposer la même chose? Il y a aussi cette possibilité de se dire, mon art, j'ai envie de le proposer dans un petit écrin de luxe. Les bouquins, j'ai envie de les proposer dans un format cousu et non plus collé, fabriqué dans des bonnes conditions en Europe, le genre de bouquin qui va se transmettre sur plusieurs générations. Et donc de ce fait, j'estime que ça doit être valorisé. Là, je t'ai fait une sélection des pires croyances, excuses que l'on entend souvent chez les artistes. On va commencer par « c'est impossible de vivre de son art ». C'est impossible de vivre de son art, souvent ça vient de cette même croyance romantique, celle de l'écrivain maudit qui doit galérer pour y arriver. Et puis tous ceux qui aujourd'hui continuent à galérer pour vraiment amplement vivre de leur art. Le problème, c'est qu'ils galèrent pas à vivre de leur art. Pour la plupart, ils galèrent à se faire payer pour leur art. Car tout un tas ne donne pas de valeur suffisante à ce qu'ils font. C'est comme ça qu'on en arrive à des croyances comme celles que les musiciens doivent jouer gratos. Comment ça se fait que certaines personnes arrivent à croire ça? Je crois que les artistes feraient bien de se remettre en question et de commencer à recadrer les personnes qui les suivent. Sur ce sujet, un de mes plus marquants souvenirs, donc dans des festivals de rue, tu sais, souvent on paye les artistes au chapeau. Certains ont quand même un jour pris la parole en disant « Écoutez, voilà à peu près combien il nous faut. Si vous donnez à partir de 5 euros, on va à peine s'en sortir. En dessous, c'est sûr, on ne rentrera pas dans nos frais. 10 euros, on sera plus large et 15 euros, on commencera à vraiment gagner de l'argent. » Le jour où j'ai entendu ça, ça a été un choc. Parce que perso, je me rendais pas du tout compte de ces proportions-là. Tu vois, j'étais du genre à me dire 5 euros, c'est suffisant. Mais en fait, non. Une fois que tu as conscientisé combien il te fallait vraiment, je veux dire, ils sont pas idiots. Ils peuvent comprendre. Donc dis-leur clairement combien ça vaut. T'as le droit, toi aussi, de vivre suffisamment amplement. C'est pas parce que t'es artiste que tu dois te contenter d'un 500 balles par mois. Autre excuse, ça va avec cette nouvelle croyance, je ne mérite pas d'être payé pour mon art. Le système, on pourrait le résumer comme celui-ci. À savoir, t'as des capacités, t'as travaillé sur ton art. Aujourd'hui, tu le proposes aux autres. Les autres y accordent de la valeur, parce que toi-même, tu lui en as donné une, et ensuite, avec ce que tu vas recevoir, tu vas aller chercher toi aussi des services ou des produits qui ont de la valeur pour toi. On va faire un parallèle. Imagine que ton art, c'est une personne que tu aimes. Est-ce que ça te semblerait cohérent à un moment de te dire, cette personne-là, elle n'est pas digne d'être aimée par les autres, donc je vais la mettre dans un placard. Est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça qu'elle va s'épanouir, qu'elle va s'enrichir, qu'elle va vivre, qu'elle va trouver son identité profonde en la gardant dans un placard? C'est ce que tu fais avec l'argent quand tu refuses le fait que tu puisses toi-même vivre de ton art. Si tu vis de ce que tu aimes faire, de ce qui te fait kiffer en recevant de l'argent, au final t'es juste toi-même. Trouve simplement les personnes qui ont besoin de qui tu es, de ce que tu proposes. Et là, automatiquement, le cercle, il sera vertueux. Automatiquement, cette relation, elle va se créer sans effort. Celle de proposer tes capacités, d'accorder une valeur à ce que tu fais et en retour, avec cette valeur perçue, de toi-même aller chercher les services, les produits auxquels tu accordes de la valeur. Je vais te donner un exemple perso. L'an dernier, j'ai dû dépenser aisément plus de 10 000 euros dans des formations. Si à la base, j'avais été hyper contraint par des croyances sur l'argent, comment est-ce que j'aurais fait pour donner de la valeur à mon travail, pour en recevoir en retour et à la fin payer ça en estimant
que si simplement il y avait une phrase dans ces formations qui faisait shifter mon état d'esprit pour me permettre d'avoir des intérêts cumulés tous les ans, eh bien cet investissement serait largement valable. Sans avoir déboulonné les croyances sur l'argent qui me posaient problème, jamais j'aurais fait ça. Et c'est sûr que mon activité, elle aurait pas la croissance qu'elle a aujourd'hui. Une fois que tu acceptes d'être payé pour ton art, vient une autre croyance, un autre doute qui est celle de « mais personne ne va payer pour ça !» Dis-toi bien que l'argent, c'est une question de contexte. C'est une question de contexte, tu peux vraiment t'ancrer ça dans la tête. Prenons un exemple tout simple, imagine que là, tu es au fond de ton désert de Gobi, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus ta carte des puits, alors que dans ton supermarché, la cristalline est d'habitude à quoi 20 centimes. Si là, quelqu'un débarque avec ces 2 bouteilles de cristalline, combien t'es prêt à mettre sur la table? Pour moi, c'est une évidence, je suis prêt à éventrer mon compte bancaire juste pour avoir ces 2 bouteilles. Dis-toi qu'aujourd'hui, le marché, il est tellement foisonnant qu'il y a des opportunités pour à peu près tout. Genre des projets très nichés, comme par exemple un coaching personnalisé pour apprendre à photographier ton chat, ou encore décider d'imprimer tes poésies sur des bouquins cousus en France. Le seul challenge, ça va être de rencontrer les personnes qui sont intéressées. Le prix, après, il est relatif, c'est-à-dire qu'il va complètement fluctuer en fonction de la valeur perçue. Et là encore, c'est purement émotionnel. C'est-à-dire le feeling que la personne aura avec toi, comment elle se raccroche à ta légende personnelle. À ton avis, qu'est-ce qui fait que si demain on découvre un manuscrit de Rimbaud, cet original, il sera estimé probablement à plusieurs millions d'euros, alors que toi, aujourd'hui, personne n'est peut-être prêt à acheter ton manuscrit. Le marché de l'art, c'est un des plus emblématiques dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix du marché. Le service, le produit que tu proposes, il est complètement fluctuant. Tout ce qui va le conditionner, c'est la valeur que tu lui donnes, ta capacité à rencontrer un public qui va s'intéresser à ça et comment tu vas faire en sorte que ce public ait envie de se raccrocher à ton histoire personnelle et aussi de t'apprécier suffisamment pour passer à cette action d'achat. À la question de est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent payer pour ça, la réponse c'est presque toujours oui. On va en remettre une couche sur l'aspect l'argent corrompt l'art. Il y a cette idée que l'argent ça dénature le processus artistique, ça pousse à produire des œuvres qui ne sont pas authentiques, qui ne correspondent pas à notre vision profonde, et donc que l'on risque, en monétisant notre art, de couper notre source d'inspiration. Mais c'est faux. Si ta source d'inspiration, c'est de courir sans chaussures, il n'y a rien qui va t'empêcher là de partir et d'aller courir sans chaussures. Ça sera simplement plus cool d'en avoir, de pouvoir les mettre au moment où tu n'auras pas envie de créer. Si tu veux te retirer dans ta tente, dans la montagne, fais-le. Mais c'est également cool, d'un autre côté, d'avoir cette possibilité d'aller partir, par exemple, 1 mois dans une capitale, sans avoir à te poser de questions d'un point de vue financier. Tu dois juste bien revenir à la question de pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là pour l'argent ou est-ce que tu es là pour créer le bel objet? Et in fine, ce bel objet, le mettre à disposition d'un public, mais à condition que celui-ci te permette de vivre de façon suffisamment ample, suffisamment confortable. Nouvelle croyance, presque une excuse, celle-là on l'entend tout le temps, je suis nul en affaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a dit qu'il fallait être bon en affaires pour vendre son art? Ce qu'il y a à faire, c'est moindre, c'est simplement communiquer, c'est déjà montrer ce que tu fais, et ça peut être tout simple. Aujourd'hui, il y a un moyen nickel qui s'appelle les réseaux sociaux, tu vas prendre ton petit téléphone, tu vas te filmer en train de réaliser ta dernière production, de sorte à ce que les personnes puissent commencer à te connaître, puissent commencer à accrocher à ton aventure, à te trouver sympa, et puis ça, tu le publies. Et si aujourd'hui tu as des contraintes à faire ça, ben tu te formes. Avec cette chaîne et dans les coachings privés que je propose, c'est exactement ce que je fais. J'accompagne les créateurs sur leur état d'esprit principalement, ce qui va les aider à communiquer, ce qui va les aider à s'améliorer en termes de marketing. Mais là encore, on va toujours travailler sur notre représentation du monde, nos émotions, ce qui nous bloque consciemment ou inconsciemment, et très très peu sur le côté technique, à savoir comment publier. À ce propos, si t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, je pense que t'es suffisamment déter et donc je te fais une proposition qui est celle de passer 20 minutes avec moi. C'est un coaching que je t'offre où tu vas me présenter ce qui t'anime, quels sont les projets, quelles sont les questions que tu te poses. Et moi, en parallèle, eh bien, je tâcherai de te conseiller. L'idée, c'est de faire le clair au maximum. Je précise que ce n'est pas un appel de vente. Certains sont très frileux avec ça. Non, vois-y simplement comme l'opportunité d'acquérir de la valeur, l'opportunité
de faire le clair. Ensuite, si je peux t'aider, je te le proposerai, mais encore une fois, tu seras libre de choisir si oui ou non tu as envie de bosser avec moi, si oui ou non ça correspond à tes besoins. Nouvelle croyance, gagner de l'argent, ceci équivaut à des responsabilités oppressantes. Pas du tout. Personne n'a dit que si tu gagnais plus d'argent, ton système il serait plus compliqué. Au contraire, ça veut dire que tu pourras te former davantage, donc progresser davantage dans ta pratique, à commencer par ta pratique artistique. Ensuite, tu pourras te faire aider, par exemple sur les aspects mindset comme on vient d'en parler, ou encore sur les aspects plus techniques, par exemple monter tes vidéos, voire sur les aspects administratifs du style avoir des conseillers financiers ou encore un comptable. Une des croyances les plus ultimes, mon art vaut mieux que ce que les gens paient. Alors là, ça, en général, c'est la bonne voie de garage. Tu vois, c'est l'artiste planqué derrière sa porte blindée, qui préfère ne pas aller voir dans le monde extérieur. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont jamais vendu, qui disent ça, et qui, en fait, vont rester dans cette posture de non, non, mais attends, moi, ce que je fais, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup trop unique. Ok, commence par la base, ma poule. Commence déjà par vendre. Et ensuite, tu verras si tu dois augmenter tes prix. Mais au moins, mets déjà tes produits sur le marché. Avant-dernière croyance, l'argent va distraire mon public de mon message. La grande question que tu devrais te poser, c'est qui est-ce que tu veux attirer ? Est-ce que tu veux attirer ces personnes qui pensent que les musiciens devraient jouer de façon gratos ? Ou alors est-ce que tu veux attirer des personnes qui vont être là pour te soutenir, qui vont considérer que ce que tu fais, ça a vraiment une valeur ? Dernière croyance, et c'est probablement une des plus préoccupantes, si je gagne beaucoup d'argent, si j'ai beaucoup de succès, je vais perdre mes amis, je vais perdre ma famille. Alors ça déjà, c'est le signe que dans ton entourage, il y a des personnes qui ont des croyances fortement limitantes vis-à-vis de l'argent. Mais la première chose que tu peux faire, c'est déjà éviter de parler de ce genre de sujet avec eux. Et c'est même recommandé de prendre un maximum de distance avec ces personnes qui consciemment ou inconsciemment vont avoir tendance à te limiter sur ce sujet-là. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche de servir d'exemple, direct ou indirect, pour que tu sois en quelque sorte la loco qui va leur permettre d'évoluer, d'élargir leur vision, de gagner en maturité sur la question, pour eux-mêmes se libérer, pour eux-mêmes s'orienter dans des voies qui vont les amener à vibrer plus haut. Maintenant que tu as déboursaillé toutes ces croyances, la deuxième étape qui change tout, c'est celle de participer à ce qu'on appelle l'effet cumulé. Dans cette vidéo, je te donne des conseils pratiques pour commencer à mettre en place cet effet cumulé. Créateur, créatrice inarrêtable, si t'es prêt, si t'es prête à passer à l'action, on se retrouve là-bas.